Contrairement à ce que vous croyez, ça concerne la France et c'est historique. La Suisse a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction face au changement climatique. Mais alors, en quoi cette décision historique pourrait constituer un tournant et forcer d'autres pays européens, dont la France, à prendre des mesures? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et vous le savez, je serai donc en voix off et sans la caméra cette semaine. C'est donc ce mardi que la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a rendu un jugement historique en condamnant la Suisse pour inaction climatique. La CEDH, elle est en fait chargée de faire respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits humains. Alors on va rentrer dans le détail pour comprendre à quel point c'est quelque chose d'extrêmement important. L'affaire en fait, elle était portée par 2500 femmes âgées de 73 ans en moyenne, des femmes de l'association Les Aînés pour la protection du climat. Elles dénonçaient, je cite, des manquements des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique. Et donc je le disais, face à cela, la Cour européenne des droits de l'homme a finalement estimé qu'en ne luttant pas assez contre le changement climatique, eh bien la Suisse enfreint la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme, en particulier l'article 6 qui est relatif à l'accès à un tribunal et l'article 8 qui est relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. Alors quel rapport entre le climat et la vie privée et familiale? Eh bien concrètement, la CEDH estime que la Suisse ne lutte pas suffisamment contre le changement climatique, ce qui porte donc atteinte à la vie privée et familiale des individus en compromettant leur bien-être et leur qualité de vie. Alors les réactions n'ont pas tardé. L'Office fédéral de la justice, qui représente le gouvernement suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme, a indiqué prendre acte de cette décision, mais le premier parti suisse, l'UDC, qui est un parti de droite radicale, a jugé cette décision inacceptable. Il a d'ailleurs demandé à ce que la Suisse en conséquent quitte le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, eh bien, il vise à promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit en Europe. Alors on en vient, pourquoi est-ce que c'est historique et pourquoi est-ce que ça nous concerne? Eh bien déjà, c'est la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme condamne un État pour inaction climatique. Pour la juriste spécialiste des actions en justice sur le climat, Christelle Cournil, interrogée par France Info dans un article que je vous mets en description, cet arrêt de la CEDH, il témoigne, je cite, d'un changement d'échelle. En effet, ces dernières années, plusieurs cours de justice nationale, donc des cours à l'échelle d'un seul pays, ont été saisis justement pour ce genre d'affaires. C'était le cas notamment en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en France. La France, vous vous en souvenez peut-être, et d'ailleurs j'avais interrogé le président de la République sur le sujet lorsque je l'avais interviewé, a même été condamné plusieurs fois pour inaction climatique, notamment dans le cadre du dossier qui s'appelle l'affaire du siècle, qui a été porté par 4 ONG engagées dans la défense de l'environnement. Alors en 2021, la justice avait condamné à 2 reprises l'État français qui, selon elle, avait commis une faute en se montrant incapable de tenir ses engagements de réduction de gaz à effet de serre qui sont donc responsables du changement climatique. Mais cette fois-ci donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est que ce n'est pas un tribunal national qui a rendu cette décision, mais bien une cour régionale, européenne en l'occurrence, dans ce cas précis. La deuxième raison qui fait que cette décision elle est historique, c'est qu'en rendant ce jugement, eh bien la CEDH affirme que l'article 8, le fameux article 8 donc, qui est lié au droit au respect de la vie privée et familiale, eh bien en l'occurrence, il garantit aussi le droit désormais à une protection contre les effets néfastes graves du changement climatique. Et c'est assez historique puisque la Convention européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, elle n'a pas de disposition explicite sur l'environnement ou alors sur le climat. Enfin, troisième raison qui fait que c'est historique, avec cette décision, la CEDH demande à la Suisse, mais aussi aux autres membres du Conseil de l'Europe, des actes concrets pour lutter contre le changement climatique. Il y a noté au passage que, en théorie, les décisions qui sont rendues par la CEDH, eh bien, elles sont contraignantes pour les États membres du Conseil de l'Europe. Et donc, en théorie, eh bien, la Suisse est désormais obligée de mettre en place des mesures pour répondre de façon urgente au changement climatique. C'est donc une décision importante pour la Suisse, même s'il faudra voir dans les détails ensuite concrètement quelles mesures sont mises en place, mais c'est aussi une mise en garde importante pour les 45 autres États membres du Conseil de l'Europe. Au passage, oui, effectivement, au sein du Conseil de l'Europe, il n'y a pas que des membres de l'Union européenne, et c'est une confusion qui est souvent importante. Bref, en l'occurrence donc, avec cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien cet arrêt pourrait servir de ce que l'on appelle de jurisprudence climatique. La jurisprudence, pour rappel, c'est donc l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues par les tribunaux et qui servent en quelque sorte de référence pour interpréter et pour appliquer le droit dans des situations similaires. Concrètement, ici, eh bien, ça veut dire que si la Suisse est condamnée, eh bien demain, la France ou d'autres pays pourraient être condamnés de la même façon par la Cour européenne
des droits de l'homme. À noter au passage que toute décision de la Cour européenne des droits de l'homme s'applique pour l'ensemble des pays membres du Conseil de l'Europe. Et puis, même sans aller jusqu'à la CEDH, en fait, on peut imaginer que les juges nationaux, à partir de là, condamnent des États au nom d'un non-respect du climat, en s'appuyant donc sur cette décision européenne qui vient d'être donnée avec cette condamnation de la Suisse. Et donc, par exemple, si l'Italie demain se retrouve devant la justice italienne avec des personnes qui portent plainte contre l'État italien pour inaction face au changement climatique, on peut imaginer que la justice italienne se base sur la décision de la CEDH pour condamner à l'échelle nationale l'État italien. Bref, c'est donc une décision importante. Après, évidemment, il faudra voir dans les faits par quoi ça se traduit, mais ça me paraissait intéressant d'expliquer tout ça aujourd'hui. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Les États-Unis redoutent, je cite, une attaque massive de l'Iran contre Israël, selon les informations du média américain Bloomberg. On en a parlé la semaine dernière. Depuis le début du mois d'avril, la situation est assez tendue au Moyen-Orient. Il y a 10 jours, une frappe israélienne sur le consulat iranien à Damas, en Syrie, a fait 16 morts, dont 8 membres des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran. Cette frappe a provoqué une grave crise entre les deux pays et les menaces de l'Iran contre Israël se multiplient depuis des jours. Ce mercredi, l'ayatollah Ali Khamenei a même promis qu'Israël, qu'il considère comme, je cite, un régime maléfique, serait puni. Et donc, selon Bloomberg, le renseignement américain anticipe une attaque massive imminente de l'Iran et de ses groupes alliés comme le Hezbollah libanais contre Israël. De son côté, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a annoncé la suspension de ses vols depuis et vers Téhéran, la capitale de l'Iran. Bref, la situation est très tendue, on continuera de suivre ça. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à notre vidéo de vendredi sur le sujet. Deuxième actu, après 9 ans de négociations, le Parlement européen a approuvé ce mercredi un nouveau pacte migratoire qui réforme les règles dans les 27 États membres en matière de gestion des demandeurs d'asile. Ce vote intervient alors que l'UE a enregistré une nouvelle hausse des demandes d'asile, 1,4 million en 2023, soit 18% de plus qu'en 2022. Alors il y a une dizaine de règlements et de directives, je vais pas tout vous résumer, mais en gros on peut retenir qu'il y aura plus de procédures aux frontières pour enregistrer et filtrer plus rapidement les demandeurs d'asile. Il y aura aussi un renforcement de la coopération avec les pays d'origine et de transit pour limiter les arrivées et lutter contre les réseaux de passeurs et le trafic de migrants. Ensuite, la règle qui dit que le premier pays où un demandeur d'asile arrive en Europe doit traiter sa demande sera toujours appliquée, mais il y aura de nouveaux critères pour que d'autres pays puissent aussi examiner les demandes. Et enfin, il y aura une plus grande solidarité entre les États membres en cas de situation de crise, comme au moment de la crise des réfugiés de 2015-2016. Bref, les modalités de mise en œuvre de ce pacte doivent encore être finalisées, mais il devrait s'appliquer en 2026. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, le gouvernement envisagerait d'autoriser la police et les gendarmes à pratiquer des tests salivaires dans la rue pour identifier les consommateurs de cannabis, selon les infos de RMC. L'idée a été avancée lors d'une réunion autour du Premier ministre Gabriel Attal ce mardi soir, mais elle fait débat au sein du camp d'Emmanuel Macron. Alors les tests salivaires pour le cannabis, ça se fait déjà en France, mais les policiers les pratiquent lors de contrôles routiers pour détecter la drogue au volant, comme les éthylotests pour l'alcool, mais pas sur n'importe quelle personne dans la rue. Certains se demandent donc comment les personnes seraient choisies, etc. Et puis d'autres membres de la majorité contactés par RMC se questionnent aussi sur les limites de ces tests qui détectent par ailleurs le CBD, une substance contenue dans la plante de cannabis, mais qui est légale en France. Bref, pour l'instant, cette idée a juste été évoquée. Il n'est a priori pas question de la mettre en place tout de suite. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Quatrième actu, le Pass Colo, une nouvelle aide financière de la CAF destinée aux parents des classes populaires moyennes pour les vacances de leurs enfants, va être lancé le 15 avril et il a été présenté ce jeudi. Concrètement, les familles concernées pourront déduire entre 200 € et 350 € sur un séjour de colonie de vacances pour leur enfant. Alors attention, cette aide ne concerne que les enfants qui ont 11 ans dans l'année civile et selon le gouvernement, elle devrait concerner 80% des enfants de 11 ans en France. Pour bénéficier de cette aide, les parents doivent aussi avoir un quotient familial inférieur ou égal à 1 500 €. Le quotient familial, c'est ce qui correspond au revenu total du foyer ainsi qu'au nombre de personnes à charge. Le montant de l'aide variera donc en fonction du quotient familial. Enfin, dernière chose à savoir, seuls les séjours en France disponibles sur le site jeune.gouv.fr seront éligibles. Il ne sera donc pas possible d'inscrire son enfant dans une colonie de vacances à l'étranger ou qui n'est pas sur ce site-là. Cinquième actu, et on va parler espace et plus particulièrement de la mission Artemis 3 qui prévoit d'envoyer des humains sur la Lune en 2026, une première depuis 1962.
1972. Eh bien, on a appris ce mercredi par le président américain Joe Biden et le premier ministre japonais Fumio Kishida que 2 astronautes japonais prendraient part à de futures missions américaines et que l'un d'entre eux participerait à la mission Artemis 3. Il serait donc le premier non-américain à atterrir sur la Lune. Entre 1969 et 1972, le programme Apollo avait emmené 12 hommes américains et d'ailleurs ce sont les seuls à avoir marché sur la Lune. À noter que parallèlement à la mission Artemis 3, la Chine prévoit d'envoyer des humains sur la Lune d'ici 2030. 6e actu, et ça concerne la culture, plus précisément le Festival de Cannes, puisque la liste des films retenus pour la sélection officielle a été dévoilée ce jeudi. Cette année, le jury sera présidé par la réalisatrice américaine Greta Gerwig, à qui l'on doit notamment Barbie. Au total, il y a 19 films en compétition, dont Emilia Pérez, du français Jacques Audiard, Megalopolis, de l'américain Francis Ford Coppola, Marcelo Mio, de Christophe Honoré, qui a réalisé Les choristes, Bird, de la réalisatrice britannique Andrea Arnold, ou encore L'amour ouf, le 2e long métrage en tant que réalisateur du comédien français Gilles Lelouch. 4 femmes réalisatrices au total figurent parmi les 19 films. Le nom de la Palme d'Or sera dévoilé le 25 mai, à la fin du festival. 7e actu rapidement, O.J. Simpson, ex-star du football américain, est mort à 76 ans. Il était atteint d'un cancer selon sa famille. Alors au-delà de sa carrière sportive, O.J. Simpson est surtout connu pour avoir été accusé d'avoir tué son ex-femme Nicole Brown et son ami Ronald Goldman en 1994. Son arrestation est notamment très connue. Après la découverte des corps, il avait promis de se rendre à la police, mais a finalement pris la fuite en voiture. À l'époque, 95 millions d'Américains avaient suivi en direct la course-poursuite avec les forces de l'ordre. Finalement, O.J. Simpson a été arrêté et s'est retrouvé au cœur d'un procès ultra médiatisé. Il était notamment défendu par le père de Kim Kardashian, Robert Kardashian. Le 3 octobre 1995, le jury du procès l'a finalement déclaré non coupable, faisant de lui l'un des acquittés les plus célèbres du monde. 3 ans plus tard, il a été reconnu responsable de la mort de Nicole Brown et de Ronald Goldman lors d'un procès civil intenté par les familles des victimes, où il a été condamné à payer des dommages et intérêts. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je vous mets des liens en description si vous voulez creuser. On termine avec cette actu. Une nouvelle mise en vente de tickets pour les Jeux Olympiques de Paris aura lieu le mercredi 17 avril. Cette date n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle marquera les 100 jours avant la cérémonie d'ouverture, prévue le 26 juillet. Concrètement, cette vente, ça va concerner 250 000 billets pour des épreuves sold out, comme celle de la gymnastique artistique, du beach volley ou encore du tennis de table. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO, a expliqué que la moitié de ces billets seraient vendus moins de 100 € et que seulement 5% seraient à plus de 400 €. Il sera aussi possible d'acheter des billets pour des matchs de football. Pour le foot masculin, par exemple, des billets vendus à partir de 30 € seront proposés pour les différents matchs de poule à Marseille et à Nice. Bref, rendez-vous le 17 avril sur le site ticket.paris2024.org si vous êtes intéressé. Merci beaucoup Blanche pour les actualités en bref. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a à peu près une semaine, on a lancé un nouveau média Élan pour accompagner les jeunes dans l'entrée dans la vie professionnelle. Mais en plus de ça, on a aussi lancé une plateforme où des offres de stage, d'alternance, d'emploi sont directement disponibles pour pouvoir trouver éventuellement une offre qui vous intéresse. Je vous mets le lien du coup directement en description, mais le site c'est jobs.hugodecrypt.com. Vous pouvez faire un tour pour voir si jamais il y a des offres qui vous intéressent.